Alors oui, effectivement, aujourd'hui, j'ai choisi trois slides qui sont pour moi, trois visuels, qui sont pour moi finalement les éléments à avoir à l'esprit quand on veut commencer à faire des investissements qui rapportent. Les investissements qui rapportent, c'est savoir du coup prendre du risque, hein, puisque je me permets de rappeler ça rapidement. Aujourd'hui, le risque est toujours associé au rendement, de la même manière que la sécurité est toujours associée à des rendements très faibles. Et l'idée est effectivement de savoir équilibrer tout ça pour pouvoir avoir à la fois de la sécurité qui va peu rapporter mais qui va nous protéger et aller chercher de manière un peu plus agressive, si je puis dire, ou en tout cas un peu plus ambitieuse, des rendements plus importants sur des produits plus à risque. Alors, je vais commencer par diffuser. Alors, je prends un petit peu de temps. Je commence par ce visuel qui est un très bon rappel des fondamentaux sur les notions, les rapports entre rendement annuel moyen et risque. Et Mhm. ce qu'il faut se rappeler, hein, globalement, on n'est pas obligé de tout mémoriser. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on a tout au début du graphique ici, là, les actifs que l'on peut voir de ce côté-là, ce sont les actifs qui vont générer le moins de risques et le moins de rendement. Donc on retrouve évidemment tout ce qui est marché monétaire, hein. Marché monétaire, c'est ce qui se passe sur nos livrets. Le 1% est évidemment moyen, même si actuellement les livrets ont été boostés à 3%, on est sur quand même quelque chose d'assez ponctuel. Globalement, le marché monétaire, c'est 1% de rendement. Et on a après ce qu'on appelle les bons du trésor. Globalement, c'est le marché obligataire. Parce que les obligations du trésor, c'est des obligations d'État. Et puis après, on a des obligations d'entreprises qui émettent en fait de la dette. Et c'est-à-dire qu'on peut acheter cette dette un peu comme ferait une banque. Et donc là, on est sur des produits qui sont très sécuritaires et qui vont peu rapporter, notamment par rapport à l'inflation. Faut toujours avoir, quand on parle de rendement, avoir un rapport face à l'inflation. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen de nous faire comprendre facilement si finalement les rendements que l'on va viser nous font gagner de l'argent en rendement réel ou font éroder notre épargne. Et ça, c'est vraiment systématiquement, moi, ce que je préconise, ce que je conseille, il faut toujours se ramener à l'inflation. Pourquoi? Parce que moi, aujourd'hui, par exemple, quand j'entends dire ah ben c'est vachement bien, le livret A, il a été boosté à 3% sur le rendement. Ben, très Ouais. bien. Et donc, effectivement, en très peu de temps, il a été multiplié par 3. On va pas s'en plaindre, il faut continuer à avoir son livret A. Par contre, moi, ce qu'on doit avoir à l'esprit et ce que moi, j'insiste à dire, c'est de dire attention, aujourd'hui, on est sur un niveau d'inflation qui est largement supérieur au livret, C'est au ça, on est rendement du livret. supérieur à 6%, c'est ça? De C'est dette. ça. Alors effectivement, on est plutôt sur un pic d'inflation qui va redescendre à nouveau. Mais faut bien avoir à l'esprit que quand l'inflation va redescendre, les rendements du livret A vont aussi diminuer. Ça veut Mhm. dire que, puisque on est sur une indexation similaire, ça veut dire qu'en fait, on est toujours en dessous de l'inflation. Donc il faut se dire qu'on gagne réellement de l'argent à partir du moment où on est supérieur à l'inflation. Donc là, typiquement, actuellement, sur un taux d'inflation à 6-7%, sur mon graphique, il faut aller chercher à minima tous ces actifs-là qui sont sur une partie déjà dont la moyenne du rendement, vous voyez, est à 7, 7, 8, 15, 20. Alors, faut vraiment imaginer ça comme là, on est sur c'est Howard Marks, hein, qui a produit ce graphique. Je l'ai pas, je l'ai pas inventé. Et donc, Mhm. il est parti sur des moyennes quand même qui sont sur très grande durée. C'est-à-dire que quand on voit les actions du S&P 500, c'est quoi? C'est un indice boursier, un des indices boursiers américains majeurs. Réellement, quand on est sur du 6-7%, c'est qu'on a pris une moyenne sur une très longue durée. En réalité, on peut être plus fort que ça. De la même manière que les actions de petite capitalisation à 7-8%, on peut être un peu plus que ça. Bref, donc tout ça pour dire que lorsqu'on veut du rendement, il faut qu'on soit supérieur à l'inflation. Et donc, on va plutôt aller chercher ces actifs-là, donc les actions, les obligations à un grand rendement, évidemment l'immobilier, hein, qui, quand Mhm. il est bien choisi, et là j'alerte fortement là-dessus, il faut qu'il soit bien choisi, Ouais. l'immobilier peut générer de bons rendements. Après, on a effectivement le rachat d'entreprise et ce qu'on appelle le capital risque. Le capital risque, c'est le fait d'investir dans des sociétés à très forte croissance type start-up. Mhm. Donc Ok. voilà, ça c'était le premier visuel que je voulais remettre en perspective, euh, cette notion d'avoir bien en tête, en gros, tel rendement m'appelle tel risque. Et Mhm. donc, Il y a selon toujours une mes objectifs, corrélation entre rendement et risque. C'est ce que tu nous dis. Et en ce moment, donc, si on veut du rendement, il faut prendre des risques particulièrement importants puisque l'inflation est élevée.
si je te suis bien. Exactement. Et là, on va en parler dans les visuels d'après. La Ouais. question est de savoir comment je répartis mon risque par rapport à mon portefeuille, par rapport à mon épargne. Mais oui, aujourd'hui, moi, je dis très, très régulièrement à mes interlocuteurs, en fait, ne vous posez pas la question, est-ce que je dois faire du risque? C'est pas ça, en fait, la question qu'il faut se poser, parce qu'il faut en faire. Mm, Sinon, on accepte, en fait, tout simplement de se faire éroder son patrimoine. Et je pense mm, que personne ne veut ça. mm. C'est comme si demain, en fait, on disait à un employeur, bah, écoutez, monsieur l'employeur, arrêtez de m'augmenter. Laissez mon salaire comme ça, ce sera très bien. En réalité, ça nous paraît très stupide de faire ça, puisque on est tous les premiers à dire à notre employeur, ben, attendez, il faut au moins que je puisse suivre l'inflation, augmentez-moi au moins mon salaire pour suivre l'inflation. Donc, ce que l'on fait naturellement pour les salaires, il faut savoir le faire avec son épargne. Donc, la vraie question, c'est pas de dire est-ce que je prends un risque, la vraie question, c'est de se dire à quelle part de mon épargne j'accorde le risque. Ok, Et c'est et ça que comment l'on je le va, prends? À quelle part, quelle partie j'accepte de risquer et de quelle manière? Exactement. Et c'est là qu'on arrive sur ce visuel-là. Alors c'est pour ça, hein, j'ai pris des visuels qui sont aujourd'hui considérés légitimes, hein. Ça évite les partis pris. On peut Ouais, dire oui, bah là c'est son parti pris. Là, vous voyez, tout à fait. premier visuel, c'est Howard Marks, qui est vraiment un grand gourou des fonds d'investissement aux États-Unis, qui a fait beaucoup d'ouvrages. Et là, on est sur Le Revenu, hein, qui est un magazine français également très reconnu et connu sur tout ce qui est gestion de patrimoine et gestion d'actions en bourse. Et donc là, j'ai repris un super graphique qu'ils ont présenté dans un numéro il y a plusieurs mois, qui Mhm, présente en fait selon notre tempérament, selon notre comportement, selon notre profil de risque, quelle serait, on va dire, la répartition idéale. Alors mhm. attention, dans ces graphiques, vous ne verrez pas de partie dédiée à l'immobilier, c'est normal, parce qu'après on peut l'ajouter librement. Mhm. Alors, l'immobilier peut être aussi compris dans les assurances vie via des obligations, mais là, vous ne trouverez pas sur ces schémas-là vraiment le bloc immobilier, ce qui n'est pas grave. Ou sous Mais forme si de on, si part on, de SCPI. Mais pardon, ou sous forme de part de SCPI. Je t'interromps oui, 2 secondes pour te dire qu'on accueille Laurence aussi, qui est parmi nous, qui ah, est eh bien, en retard, bonjour mais qui est Laurence. arrivée. Donc, coucou Bonjour, Laurence. merci. Bonjour, ça me fait plaisir de t'avoir. Je reprends vite fait pour toi. Euh, donc, c'est enregistré. Ce sera à l'intérieur comment dire, de l'espace réservé aux clients. Hein, faut que tu le saches. Euh, Cédric 14 est conseiller en investissement. Il est certifié, audité. Voilà, c'est un conseiller en investissement, tout ce qu'il y a de plus officiel. Donc, c'est pour ça aussi qu'il se permet de nous parler aussi directement, franchement, d'investissement et de donner des conseils puisque c'est son métier. Voilà, tu peux reprendre Cédric. Et il s'appelle Bah, 14, c'est rigolo, ce qui est quand même un chiffre. Donc, c'est facile de retenir, du coup, c'est bien. ouais, et d'ailleurs, c'est pour ça que mon entreprise, elle a pris le même nom, Place Ouais, 14, oui, comme c'est ça, au moins, rigolo. c'est plus simple, on me reconnaît. Ouais. Et donc, effectivement, tiens, je me permets de compléter parce que tu vois, j'ai pas été rigoureux dans ma présentation. Mm, Et donc, je vais rebondir sur ce que tu dis parce qu'en fait, on est une profession extrêmement régulée, hein, le conseil en intermédiation financière, le conseil en finance. Et donc, effectivement, préciser que je suis certifié par l'autorité des marchés financiers. Donc, oui, très c'est important. C'est mon c'est autorité obligatoire également. régulatrice. Mm. Et c'est effectivement ce qui me permet, oui, de dire que j'ai toute légitimité et autorisation, j'ai le droit de prendre effectivement les positions que je prends et d'expliquer ce que j'explique. Oui, chose que Euh, je ne fais pas moi. Moi, je donne pas de conseils en investissement. Comment dire, je peux accompagner le mindset, on peut faire voilà. un Mm. point sur les finances personnelles et des choses comme ça. Je peux donner de la méthodologie ou dire comment je fais moi. Par contre, je ne donnerai jamais de conseils en investissement. Ce n'est pas mon métier. Et raison et pertinence pour laquelle nous sommes rencontrés avec Nathalie et Mm. raison pour laquelle effectivement nous avons décidé de mener cette masterclass ensemble parce qu'en fait il y a toute une logique entre l'état d'esprit et l'acte d'investissement en lui-même. Absolument. Euh, on est dans une parfaite continuité. Donc si je reviens sur mon graphique, bon, je vous ai donc j'ai repris les deux profils types, on va dire le profil prudent, c'est-à-dire qui aime pas trop le risque, et le profil qui plus équilibré, mais qui a quand même une plus grande appétence au risque. Alors, qu'est-ce que l'on voit? Ce qui peut marquer et ce qui doit marquer tout de suite, c'est que bah, vous voyez que quand même dans les deux cas, même dans un profil prudent, on a quand même un quart, la profession conseille au minimum un quart de son épargne disponible en action.
Mhm. Et ça, je serais curieux de faire, je fais souvent un petit tour de table sur le fait que les uns et les autres soient, on va dire, en ligne avec ça. Et souvent, ce n'est pas le cas, hein, pour être tout à fait clair, et ce n'est pas grave, mais ça veut dire que c'est quelque chose qui est un axe de travail important. Même pour les profils prudents, aujourd'hui, il est rare d'avoir 25%, on est souvent à beaucoup moins, voire rien du tout. Et pour les profils équilibrés, là, ce qu'ils appellent répartition équilibrée, donc profil de risque un peu plus fort, on est rarement à 50%, 55% en action. Donc ça, c'est quelque chose de très marquant et qu'il faut avoir à l'esprit. C'est-à-dire qu'en gros, là, vous voyez, je vais vous donner une astuce. N'importe qui peut le faire chez soi. Mhm. On n'a même pas besoin de conseiller en investissement pour le faire. C'est de se dire, bon voilà, j'ai tant d'épargne disponible, quelle est la part de cette épargne qui est placée dans des actifs à risque, donc dans des actifs à risque alors on va plutôt placer comme actifs à risque les actions, mais également j'accepte, j'accepte l'assurance vie quand il y a une grande part d'unités de compte. Mhm. Pour rappel, hein, quand on a une assurance vie, elle est soit en unité euro, c'est-à-dire que là, elle est sur du monétaire, elle ne travaille pas sur les marchés financiers, et on a une part parfois unité de compte qui, elle, signifie qu'on achète des supports, différents supports sur les marchés financiers qui peuvent être des supports immobiliers, boursiers, en actions ou en obligations. Et donc, plus on a une part d'unité de compte importante dans la répartition de son assurance vie, et ben plus effectivement elle prend du risque sur le marché. Donc, c'est pour ça que je vais considérer dans ma part de risque les assurances vie avec une grande majorité d'unités de compte et donc les actions. Et donc voilà, il faut prendre son épargne, montant disponible d'épargne, et vérifier quel pourcentage occupe dans notre épargne ces actifs à risque tels que je viens de les évoquer. Ça, c'est le premier état, c'est le premier calcul. Si on est trop faible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre stratégie n'est pas équilibrée. Ça veut dire qu'on perd de l'argent par On rapport à perd de l'inflation. l'argent C'est-à-dire que face à l'inflation, ce qui est le cas aujourd'hui de la plupart des gens. Ah bah oui, la plupart des gens que je rencontre dans des premiers échanges, avant que je les accompagne, puisqu'après c'est plus du tout comme ça, mais souvent on est dans des proportions qui sont largement inférieures à 25%. Et vous voyez sur le graphique, on a 25% de liquidités qui sont conseillés. Et ça, c'est un point commun, regardez, entre les deux profils, on est toujours à un conseil en gros, d'un quart de liquidité. Et là, souvent, on est encore plus loin de ça. C'est-à-dire que la plupart des cas, il y a 80, 90%, 75% qui, entre guillemets, dort sur des livrets ou des comptes qui rapportent pas. Et là, vous voyez finalement que ce point commun entre ces deux profils, c'est quand même que on ne doit pas, on ne doit pas, on ne doit pas être trop dans l'épargne qui ne rapporte pas. On doit mesurer et on doit limiter ces niveaux de liquidité. Pourquoi? Parce que finalement, les liquidités, à quoi elles servent? En fait, la liquidité, elle ne sert pas. Alors, on l'a fait travailler, c'est tant mieux, Alors, on a au moins quelques pourcents qui je travaillent sur les t'interromps, livrets. Cédric. Je pense qu'il faut que parce que tout le monde ici n'est pas spécialisé en investissement ou en finance, définis liquidité, définis actif, voilà, brièvement, quoi. Alors, brièvement, donc, les actifs, ce sont c'est le terme désigné pour notre argent qui travaille, c'est-à-dire qu'un actif Ouais, va définir un type d'investissement que l'on fait. Hmm. Donc, Donc, ça peut être sur de c'est quelque l'assurance chose vie, qui fait rentrer des sous dans notre poche. ça peut être de l'assurance vie, ça peut être de l'action, ça peut être des produits dérivés sur la bourse. Voilà, ce sont des actifs. Voilà. Ça Ce qu'on travaille appelle activement pour nous. Oui, Un c'est ça. actif D'ailleurs, tu travaille as fait une activement pour publication là-dessus. C'est ce qui nous génère des revenus de l'actif. nous. Les liquidités, pourquoi on prend ce terme différent? Les liquidités, en gros, faut le comprendre comme notre argent disponible. C'est-à-dire que demain, j'ai besoin de liquidités. Je vais voir dans mon livret A, dans mon livret LLD, sur mon compte courant, et j'ai des liquidités disponibles. Et Hmm. donc, ces liquidités, donc il faut le voir comme ce matelas de sécurité qu'on va garder pour les projets que l'on peut avoir ou en cas d'urgence. Et c'est pour ça que ce que vous voyez dans ce graphique, c'est que euh, un magazine, enfin, des spécialistes, les spécialistes de la profession et notamment revenus, partent du principe que il n'est pas forcément utile de garder plus que nécessaire des liquidités
Pourquoi? Parce que souvent, on a peur de manquer. Là, c'est un autre sujet. Alors, c'est un vrai sujet. Tu as utilisé le mot sécurité. Je pense que c'est ce qui bloque la plupart des gens qui ne vont pas investir. C'est que ça leur procure un sentiment de sécurité, de se dire, si j'ai besoin de cet argent, hop, je peux me le procurer facilement. Il est liquide, hein, tu as utilisé le mot, donc je peux le verser comme ça aisément dans ma vraie vie si j'en ai besoin. Mais en réalité, un PEA, je sais pas quoi, PEL, une assurance vie, ça peut se casser, c'est pas dramatique. Fin de la Exact, parenthèse. exact, exactement. Donc ça, c'est le deuxième point. Donc je parlais du premier point. Quelle est la répartition de sa poche, on va dire, action et assurance vie à risque dans son épargne globale? Et donc, quelle est la part de ses liquidités? Si on voit qu'on n'est pas du tout sur la répartition qui s'affiche à l'écran, ça veut dire clairement qu'il faut rééquilibrer ça si on veut réellement générer du rendement. Parce que bah, j'imagine que notre priorité à la plupart d'entre nous, hein, il peut peut-être y avoir des personnes qui diraient autrement, mais je pense qu'on est une majorité à se dire que voilà, on veut pouvoir valoriser notre épargne et notre patrimoine bah, pour nous-mêmes, hein, en gros pour le futur, mais également pour notre descendance, pour notre famille, bah, voilà, pour léguer quelque chose qui est grossi, qui se soit valorisé, apprécié pendant notre vie. Et on ne veut pas, à l'inverse, que ça se déprécie, que ça se dégrade et pouvoir transmettre à sa famille bah, moins de patrimoine qu'il ne l'était au départ. Voilà, je pense que ça, c'est une base. Et donc, si on veut faire ça, il faut réfléchir équilibrage. Et c'est là que, par contre, non pas pour faire ma pub, parce que finalement, on peut aller voir n'importe quel intermédiaire financier, il y en a quand même beaucoup sur le marché. Mais donc, la vraie nécessité de faire appel à un professionnel sera souvent justement sur ce rééquilibrage. Parce que donc là, ce que je vous ai dit, faire l'état du pourcentage de répartition de vos actions, de votre assurance vie, de vos liquidités par rapport à votre épargne globale, ça voilà, tout le monde sait le faire. Et une fois qu'on a fait ça, on a Faut le juste. faire, faut prendre le Mais temps il de faut le le faire. prendre le temps de Je le veux dire, faire. Mais c'est pas évident pour tout le monde d'oser mettre le nez dans ses finances, bien regarder sûr, voilà, ses sous, ce qui rentre, ce qui sort, où les choses sont placées. C'est un bien sûr. exercice qui rebute beaucoup de monde Et qui peut être anxiogène. Rien et que qui le peut fait être de anxiogène. mettre le nez là-dedans, ça peut être anxiogène et je l'entends. Mais en tout cas, en termes de capacité, ce que je veux dire, c'est que là, tout le monde a la capacité de faire ça. Ce n'est pas lié à une compétence particulière. Par contre, l'étape d'après, oui, là, il ne faut pas hésiter à se faire conseiller parce que la vraie question après, c'est de dire, bon, bah, OK, une fois que j'ai vu que ma répartition, elle n'est pas équilibrée, bah, comment je fais? Dans quoi j'investis et dans quelle proportion? Et c'est là qu'il faut savoir s'entourer. C'est à ce moment-là qu'il faut savoir s'entourer de l'intermédiaire financier qui pourra vous accompagner. Moi, c'est ce que je fais au quotidien, mais je suis pas le seul. Hein. Je fais pas absolument la promo de Place 14. Donc, tous les intermédiaires financiers savent faire ça. Bah, de vous accompagner sur l'élaboration de la stratégie. Je reprends le terme que j'évoquais tout au départ. Et élaborer la stratégie, c'est ça. C'est faire le graphique que vous voyez s'afficher, c'est-à-dire définir qu'est-ce qu'on met dans chaque vase et comme ça, on va pouvoir prédire ce qui rapporte et ce qui rapporte moins, et donc ce qui va plutôt nous protéger et ce qui va plutôt générer des rendements. Donc, si vous avez le graphique précédent en tête, hein, vous aurez compris que sur ces camemberts, ce qui va vous rapporter le plus, c'est cette partie bleue des actions. Sans aucune comparaison, les obligations en rouge, même les plus punchy, elles rapportent peu. On l'a vu aussi dans le graphique plus haut. Donc voilà, il faut vraiment se dire que votre part de rendement sera essentiellement cette part action. Je ne vais pas rentrer dans un détail un peu plus poussé parce qu'après, on pourrait parler de part d'immobilier en SCPI, en OPCI. Après, Ouais, je veux pas tout. bon, c'est pas forcément le but que de rentrer Ouais, effectivement je dans veux le pas détail rentrer de tous les je veux pas produits. rentrer tout de suite dans un niveau Non, trop c'est sûr. technique. Je Je voulais pense que, encore une fois ajouter quelque chose qui est que faire appel à un professionnel, c'est aussi investir sur un humain qui est spécialisé pour bien nous accompagner. C'est aussi une forme d'investissement.
une autre forme d'investissement, mais voilà, c'est toujours la même logique. Je choisis quelqu'un qui me semble qualifié, que ce soit une personne ou un produit, et je comprends, j'ai l'intelligence finalement de comprendre qu'en mettant un petit peu d'argent, je peux en récupérer beaucoup plus. La logique de l'investissement ne se limite pas aux finances, ne se limite pas à l'immobilier, ne se limite même pas à la formation, aux études, mais va au-delà en osant finalement faire appel à des professionnels qualifiés qui sauront faire mieux que nous. Sur ce genre de thème, tu es clairement meilleur que moi. Moi, l'investissement financier, bon, je fais des choses, et voilà, mais c'est ta spécialité, quoi. Je me permets déjà de dire, on accueille Katia qui nous a rejoint. Je ne sais pas si tu veux Bonjour lui faire Katia. un petit coucou ou si tu veux rester dans l'ombre et dans le silence, Katia. Et puis, la vidéo va se couper, je la relancerai, je préfère prévenir. Ah, Katia nous dit bonjour dans la fenêtre de discussion. Ah oui, dans la fenêtre de Bonjour Katia. discussion. Voilà, aujourd'hui Eh on bien, est en bonjour. double sujet, investissement financier et mindset de l'investissement. Voilà. Et on poursuivra, mais je t'ai interrompu, je te laisse finir. Non, 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 mais tes interruptions sont tout à fait pertinentes. Et tu vois, pour à nouveau rebondir sur ce que tu dis, quand on dit faire appel à des professionnels pour se faire accompagner, il faut vraiment, c'est un conseil, il faut vraiment privilégier le conseil indépendant. Je pense Oui, que vous le comprendrez tous et toutes autour de nous quand on veut faire travailler quelqu'un, on veut s'assurer pour tous les domaines, hein, que ce soit sa charpente, sa maison, n'importe quoi, on veut s'assurer que la personne qui va nous conseiller, elle n'est pas intéressée par un certain nombre de produits. c'est ça. euh, et ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Pour ma part, je suis conseiller en investissement indépendant. Je fais partie, je suis pas le seul, mais il faut savoir que dans la profession, les conseillers en investissement indépendants sont beaucoup plus rares que les conseillers en investissement que j'ai appelé dépendants. Pourquoi? Mhm. Parce que le risque, il est plus fort. On n'est pas rémunéré par les fournisseurs de produits que l'on va proposer à nos clients. Moi, comme je dis tout le temps, ce qui me rémunère, c'est mon client et c'est sa satisfaction. C'est-à-dire que j'ai l'avantage de pouvoir lui dire, écoutez, moi, monsieur le client, je n'ai pas de catalogue. Moi, c'est mon expertise qui va nous permettre de dessiner la meilleure stratégie possible et je vais aller librement vers tous les produits si tant est qu'on a identifié qu'ils étaient appropriés pour vous, et c'est ce que j'appelle le coût humain. Et c'est-à-dire que ça, c'est une vraie importance. Si vous faites appel à un intermédiaire financier qui n'est pas indépendant, vous pouvez être sûr qu'en fait, il va vous vendre tout simplement les produits qu'il doit vendre, qui font Comme partie de son votre catalogue. banquier, ouais, votre Et voilà, banquier, et votre assurance. Il j'allais y place venir, les produits sur lesquels ils sont intéressés. C'est la première j'allais, grosse. Oui, pardon. Ben oui, non, mais tu as bien fait de le dire, j'allais y venir parce que malheureusement, je n'ai rien contre les banquiers. Ça fait un petit peu démago le mec qui s'en prend aux banquiers. Mais les banquiers, on en a besoin et ils gèrent très bien les comptes, ils font des prêts immobiliers, ils font plein de choses très bien. La problématique avec les banquiers, c'est qu'à partir du moment où ils vous proposent Mm. des stratégies d'investissement, il faut quand même bien avoir à l'esprit qu'ils sont conditionnés par la matrice de leur groupe et donc par des produits bien déterminés. Déjà par nature, ils ont une gestion du risque, une obligation de gestion du C'est risque ça. qui déjà les empêche d'aller sur la partie risquée que j'évoquais tout à l'heure. Ils ne pourront pas matériellement vous faire aller chercher du rendement parce Mm. qu'il y a du risque. Donc on est toujours sur les mêmes types de produits et surtout ils sont tout à fait intéressés. Un Mm. banquier qui vous propose son produit, vous savez que derrière il va prendre une marge sur ce produit. Donc effectivement, j'arrête la petite parenthèse banquier parce que on n'est pas là pour taper sur les banquiers, mais donc bien avoir à l'esprit qu'il faut s'assurer de partir avec quelqu'un qui vous conseille vraiment en toute objectivité. Et donc, je finis par ce dernier visuel qui est un petit peu, je trouve, le visuel qu'on pourrait dire le visuel de la révélation, celui qu'on doit tous savoir. C'est que, vous voyez, en plus, je repense à Gilles qui a évoqué en tout début d'entretien les remous sur les marchés financiers, du coup, les questions, les doutes que ça peut générer. Et moi, j'ai toujours le contre-pied de montrer tout simplement ce graphique qui nous dit quoi? Qui nous dit que la bourse a un avantage majeur, c'est que en fait, sur le long terme, toutes les crises sont dépassées, toutes les crises sont intégrées et les courbes sont toujours haussières. C'est-à-dire que si on part, là, vous voyez, j'affiche en fait une rentabilité. Oui, c'est peut-être pas bien décrit. En fait, là, vous voyez le CAC 40. Donc, le CAC 40, c'est l'indice boursier majeur français, hein, donc les 40 capitalisations les plus importantes de France. Et donc là, vous voyez en fait une comparatif des rendements sur 30 ans. Donc,
Là, on est sur du longue durée. Quand on dit 30 ans, c'est pour démontrer la puissance des actions sur le long terme. Et Mhm. donc là, on a de 91 à 2021. Alors, ce qui est très important, avant de parler des actions, et je vais faire écho à ce que je disais tout à l'heure, ce que vous voyez tout de suite, c'est quoi? C'est que vous avez la hausse des prix, vous voyez, depuis 91, qui a fait plus 54%. Effectivement, rassurons-nous, sur les 30 ans, le livret A fait quand même un peu mieux, puisqu'il fait le double de mieux que la hausse des prix. Donc ça veut dire, ça valide ce qu'on disait tout à l'heure, il faut avoir un livret A. On n'a pas dit qu'il ne fallait plus en avoir, parce qu'en plus, ça a la facilité d'avoir de l'argent facilement disponible. On peut voir que l'immobilier parisien, qui est emprisé par les gens, hein, aujourd'hui, acheter de l'immobilier parisien, c'est vu un petit peu comme l'Eldorado, ça a fait 200%. Mhm. L'assurance vie, même, a fait plus que l'immobilier parisien, 268%. Et qu'est-ce qu'on peut voir tout en haut? Plus 830% pour les actions du CAC. Alors attention, ce sont des statistiques du CAC 40 qui reprennent en fait ce qu'on appelle la version du CAC 40 avec dividendes réinvestis. Je vais vous dire tout de suite, c'est très simple. En fait, il y a deux versions du CAC 40. Il y a le rendement, on va dire la progression du CAC 40 par la valorisation des entreprises qui la composent. Et on a aussi un CAC 40 qui comptabilise dans sa progression les dividendes que reversent les sociétés cotées à leurs actionnaires. Et ça, c'est très important parce que vous avez des politiques de sociétés cotées qui redonnent beaucoup d'argent, les dividendes, à leurs actionnaires. CAC 40 qui intègre les dividendes versés par les sociétés cotées à chaque année en fonction de leurs résultats permet d'avoir un décrochage aussi net des performances de l'actif boursier du Mhm. reste. Et c'est la conclusion qu'il faut avoir, c'est que sur des périodes long terme, Mhm. ce sont l'actif boursier est le meilleur actif en termes de génération de rendement sur le long terme. D'accord. Et c'est pour ça que je refais encore le parallèle avec ce qui a été dit tout à l'heure. Les crises que l'on peut voir sur du court terme rendent les actions difficiles et dangereuses lorsque on a un horizon de gain qui est sur le court terme. Lorsque on vise des sociétés de qualité, là aussi c'est un métier, mais en tout cas, lorsqu'on vise des sociétés de qualité avec un certain nombre d'indicateurs à respecter et qu'on vise 20 ans, 30 ans, eh bien voilà, on voit ce qui se passe sur le graphique. On n'a même pas besoin de vendre, en fait, il suffit juste de laisser aller. Il faut être patient, par contre, effectivement, mais Faut les être gains sont… patient, ça met du temps. Ouais, Ce qui s'est passé dans le passé n'est pas non plus prédictif de ce qui se passera dans le futur, d'où la part de risque. exactement. D'où la Exactement. part de risque qu'il faut accepter pour investir. On ne peut pas activer le levier de l'emprunt, contrairement à l'immobilier et pourquoi pas Exactement. à la création d'entreprises, qui est quand même très efficace pour créer de la valeur. Et je parle en présence de Et Gilles, qui lui-même a créé une entreprise, si je ne m'abuse. Comme et toi, Cédric, et comme moi aussi. Donc, on a à minima compris que notre entreprise est un actif et qu'on peut la tout à revendre fait. pour éventuellement investir. Tout à fait. Donc voilà, ces visuels que j'ai montrés sont pour moi en fait, hein, tu vois, tu évoquais effectivement on est effectivement dans des choses déjà un peu plus techniques, Ouais. mais c'est pas pour rien que j'ai montré ces trois visuels parce que ces trois visuels sont pour moi entre guillemets les électrochocs qu'on doit garder à l'esprit, la conduite qu'on doit avoir à l'esprit et qui permet déjà de s'orienter vers les bons choix. Vous voyez, j'ai parlé du rapport entre rendement et risque. J'ai parlé de l'historique du CAC 40 sur les 30 ans et j'ai parlé de la répartition de son épargne. Donc Mhm. finalement, même sous des allures peut-être un peu techniques, finalement, j'ai évoqué les bases fondamentales d'une stratégie d'investissement bien équilibrée. Voilà. Ok. Puis bah, maintenant, je vais te laisser reprendre la parole. Bah, je rebondis sur ce que tu viens de dire pour rappeler l'importance de penser sur du temps long, tel qu'illustré par ton dernier graphique là que tu viens de fermer. C'est-à-dire que au lieu d'investir sur de l'émotionnel, de l'affect, essayer de faire la bonne affaire très vite, on voit à quel point c'est fiable finalement de faire confiance au marché et d'avoir une vision long terme stratégique. Et pour y arriver, il faut dépassionner
son rapport à l'investissement et dépassionner de manière générale son rapport à l'argent. Je m'explique, tant qu'on est coincé au niveau du système limbique, qui est le système émotionnel du cerveau limbique, on accède difficilement à la partie préfrontale, qui est la partie rationnelle la plus efficace pour penser et faire des choses stratégiques. Et donc, la dimension émotionnelle dans l'investissement de manière générale est une dimension absolument capitale. Exemple très fréquent, des gens qui ont investi beaucoup, qui ont peur, qui sont dans une logique de peur de perdre encore plus, risquent de faire de très mauvais choix d'investissement parce qu'ils sont dans la peur, par exemple, au lieu d'être dans quelque chose d'apaisé et de pouvoir accéder finalement à leur rationalité, à leur logique de manière beaucoup plus fluide. Donc, séparer l'émotionnel de l'argent, séparer l'émotionnel de l'investissement, analyser les données, les datas et autant que faire se peut, privilégier le temps long plutôt que d'essayer de faire des petits coups qui finalement font prendre des risques peu mesurés, mal mesurés, alors que le marché sur le temps long est quand même, comme tu viens de le montrer, haussier. Oui, on appelle ça l'efficience du marché, Ouais. effectivement, qui évoque que sur le long terme, des études sérieuses montrent ça. Sur le long terme, il y a une propension, voilà, des marchés à aller vers le haut. Pourquoi? Bah, parce que tout simplement, on croît, nos sociétés continuent à croître malgré les crises, des sociétés continuent à se développer malgré les crises, des sociétés continuent à grandir, à racheter d'autres sociétés, et on crée plus de richesses. Et donc, c'est ce qui fait que l'efficience du marché sur le long terme va toujours dans le même sens. Voilà. Tant qu'on est dans un monde productiviste, alors là, on arrive vers une crise qui est une crise effectivement écologique, systémique, des ressources, etc. C'est quoi, toi, ta vision par rapport à tout ça? C'est-à-dire que il va y avoir moins de ressources, on voit que le prix de l'énergie est plus élevé. Est-ce qu'on ne va pas finalement buter là contre une limite de croissance du marché? Alors non, justement, pourquoi? Parce qu'en fait, la croissance va prendre d'autres formes. Mhm. C'est-à-dire que demain, la croissance et la génération de richesse se fera sur des actions, se fera sur des technologies peut-être de décroissance, se fera sur de l'impact environnemental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je donne un exemple très simple. Si l'on veut décarboner, en réalité, c'est encore des milliards d'euros de R&D qu'il va falloir dépenser, de recherche et développement par les entreprises, si on veut encore faire évoluer le matériau plastique, si on veut encore faire évoluer notre capacité à recycler, réemployer des matériaux, si on veut encore améliorer notre capacité à faire des voitures plus sobres, l'hydrogène, l'électrique, tout ça, c'est encore loin d'être au point. Si on veut multiplier nos sources d'énergie également renouvelables, tout ce que je viens de dire, c'est encore des milliards et des milliards d'euros à dépenser pour progresser. D'accord. Euh, Donc, tu parles de transition. En fait, il va y avoir un véritable marché de la transition. Mais on est déjà On dedans. est dedans. On est déjà dedans. Et en fait, c'est pour ça que, en gros, on appellera peut-être ça plus la croissance comme avant on appelait la croissance, mais finalement, on va continuer à créer de la valeur. C'est le propre de la civilisation humaine, sauf qu'on le fera beaucoup moins au détriment de la planète. C'est-à-dire que les indicateurs de croissance seront plus les mêmes. On parlera plutôt de croissance environnementale, d'impact environnemental, de valeur environnementale. Et d'ailleurs, c'est ce qui se fait aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle la notation ESG, qui est très critiquée. Mais dans le fond, c'est quoi? Dans le fond, c'est donner de la valeur à des entreprises par rapport à un regard plus environnemental que productiviste, justement. On n'y est pas, on est d'accord. Non, on n'y est pas. Ah non, on n'y est pas. Aujourd'hui, si on commence à rentrer dans le détail de la notation ESG, elle est très critiquée parce qu'en fait, on se rend compte qu'on peut avoir une très bonne note économie sociale et mince, j'ai perdu le G, mais en gros, économie sociale et solidaire. On peut avoir une très bonne note, mais par compensation. Ça veut dire qu'on peut quand Ouais. même être Acheter très finalement. ben oui, on peut acheter entre guillemets la paix, on peut acheter la propreté et en étant très polluant. Donc tout ça, effectivement, Tout à fait. il y a eu On quelques plante scandales des et on est en train de arbres. changer, quoi. Ouais. On plante des arbres, on a son petit bonus, sauf qu'une plantation, c'est pas une forêt, quoi. Voilà. Mais raison pour laquelle on va aller vers ce business de transition où typiquement on va demain avoir des entreprises qui agissent littéralement.
Allez, je donne un exemple pour que ce soit encore plus parlant, ce que je vais dire aujourd'hui, à l'heure où on parle du tout électrique. Aujourd'hui, c'est tout à fait critiquable, hein, c'est un débat. Hein. Aujourd'hui, les spécialistes disent non, mais attendez, faire dire qu'en 2030, tous les véhicules neufs doivent être électriques, c'est en fait, on va continuer à bouffer notre planète. Pourquoi? Mais Oui, parce que ça veut dire qu'il faut des grosses batteries. Ces batteries, elles sont alimentées par des choses qui sont mauvaises pour l'environnement, donc il faut aller les puiser, il faut appauvrir notre environnement pour faire toutes ces batteries électriques. Et on est dans une course à l'autonomie électrique, c'est-à-dire de dire que demain, un véhicule électrique, il doit pouvoir faire 600 km en autonomie, etc., etc. Sauf qu'en fait, là, on va à l'encontre des vrais besoins environnementaux. Donc demain, le vrai besoin serait de dire quoi? Serait de dire, assumons qu'on ne pourra pas faire du tout véhicule électrique, c'est normal. Assumons qu'on a aussi un parc de véhicules thermiques. Qu'est-ce qu'on va en faire? Parce que c'est bien beau de dire on fait du tout neuf électrique, mais donc ça veut dire quoi le parc thermique? On en fait quoi? On l'envoie dans des pays où l'impact carbone n'est pas qualifié, n'est pas compté. Qu'est-ce qu'on fait? On va les jeter? Ben c'est non, on un va peu pas ce les qui est fait jeter. hein, aujourd'hui avec les déchets. Hein. Beaucoup. Voilà. Et ben donc, il faut savoir qu'il y a aujourd'hui des Les endroits startups chez les qui se pauvres. sont lancées dans le rétrofit. Le rétrofit, c'est quoi? C'est cette capacité à pouvoir transformer des véhicules thermiques en véhicules électriques, D'accord. tout en gardant cette Intéressant. stratégie de dire que le véhicule électrique devra être un véhicule de courte distance. Pourquoi? Parce que comme ça, il sera plus léger, moins d'autonomie, donc des batteries moins néfastes pour l'environnement. Parce qu'en fait, 80% des Français et des Françaises font moins de 40 km par jour. Donc Mhm. l'idée, c'est de se dire que pour ces 80% de trajets qui sont en majeure partie courtes, on n'a pas besoin de grosses bagnoles qui font des autonomies qui ont une autonomie électrique de 400 km. On a juste Mhm. besoin de petits véhicules, pas trop lourds, qui permettent de faire ces trajets-là. Et il faut assumer que pour l'instant, il est tout à fait pertinent de continuer à rester à l'essence parce que pour l'instant, on n'a pas d'autres substitutions finalement pour l'environnement, pour les grands trajets. Vous voyez, ça, ce genre de raisonnement-là, eh bien, ce sont des startups qui ont lancé ça, le rétrofit, c'est-à-dire transformer un véhicule thermique Intéressant. en un véhicule électrique. Et là, en fait, malgré que qu'on soit dans des startups qui vont avoir besoin de capitaux pour faire Mhm. du R&D, on est dans la décroissance, puisqu'on n'est Mhm. pas dans la consommation toujours plus, on est dans la décroissance. Voilà un bon exemple qui permet d'allier la R&D et le besoin de continuer à progresser technologiquement mais qui permet d'encourager un modèle de décroissance des consommations de véhicules neufs. Ok. Je te propose qu'on passe aux questions déjà avec les vrais gens qui sont là. Eh bien, allons-y. Et ensuite les Allons-y. questions qu'on aura reçues pour finir. Qui veut commencer? Laurence, peut-être. Tu veux poser ta question? Tu peux digresser un peu, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Je t'écoute. Laurence, es-tu là? Laurence, tu n'as pas allumé ton micro. Sinon, Parfois, on Laurence se m'a met à... envoyé une question. Hein. Ouais. Bon, Laurence, visiblement, ou n'est pas vraiment là physiquement, ou alors n'a pas allumé son micro, c'est pas grave. Elle m'a envoyé une question, de toute façon. Je vais commencer avec les questions des présents. Euh, Lorsque je pense à investissement, je pense gros budget. Ah oui, J'aimerais d'accord, ça c'est très connaître clair. des investissements intéressants, mais pas trop onéreux, qu'il serait possible de démultiplier au fil du temps, éventuellement. Donc, petits investissements. Je pense aussi rendez-vous bancaire, mindset, pas forcément gagnant de mon côté. Donc là, il y a un travail effectivement sur le mindset à faire. Laurence, c'est une profession libérale, donc elle n'a pas forcément accès à l'emprunt aussi facilement qu'un Bien sûr, salarié, un cadre. bien sûr. Et donc, se pose la question des moyens, elle ne peut pas forcément faire des gros investissements. Quelle attitude adopter? Voilà sa question. Ben moi, je trouve que cette question est très intéressante parce qu'elle nous permet d'aborder un énorme a priori que je vais tout de suite briser. Mhm. J'entends très souvent, je n'ai pas d'argent pour investir. J'entends très souvent, il faut d'abord avoir un gros matelas d'argent pour pouvoir investir. Et là, à ça, moi, je dis non. Il faut éviter de fonctionner comme ça. Pourquoi? Ben parce que on va être très clair, hein, pour la majorité des gens, il est très difficile de cumuler de l'épargne.
Parce que bah, dès qu'on récolte une enveloppe qu'on pensait pouvoir investir, qu'est-ce qui se passe? Ah, bah, il faut réparer la maison, il faut réparer la voiture, il y a Mm. C'est des vrai. frais scolaires pour les enfants. Et en fait, on se rend compte qu'on est dans une spirale qui ne se termine jamais. C'est qu'en fait, on a toujours des dépenses à faire que l'on avait laissées de côté. Et donc, Mm. dès que ce matelas arrive, donc ce matelas, peu importe le budget, il peut être de 1000, de 5000, de 10 000, de 50 000. En fait, les proportions après par rapport au niveau de vie sont toujours à peu près les mêmes. Dès que ce matelas arrive, en fait, déjà, on se dit qu'il y a les trois quarts qu'on doit dépenser dans autre chose. Et on se retrouve toujours donc dans cette situation où on ne démarre jamais l'acte d'investissement et les années Mm. passent et en fait, on perd du temps. Et donc, c'est pour ça que moi, je trouve très intéressante cette question parce que justement, c'est ça qu'il faut faire. Il faut plutôt visualiser des petits montants, pas trop ambitieux, qu'on va être capable euh, mais oui, oui. Des petits montants qu'on va être capable d'investir de manière pérenne. En fait, si je pouvais faire un parallèle, aujourd'hui, il faut investir sur des actifs financiers, donc des produits qui vont vous rapporter avec un peu de risque. Il faut réagir là-dessus comme vous réagiriez sur une épargne, des Mm. liquidités de livret A, par exemple. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous faites sur votre livret? Dès que vous avez un peu de marge à la fin du mois, bah, vous allez mettre en rapport de ce qui reste, 100, 200, 300, 400, 1000 euros, voilà, selon vos revenus, vous allez mettre en tout cas une part de l'argent non consommé sur de l'épargne. Et bien aujourd'hui, en fait, il faut savoir que on peut faire la même chose sur des produits financiers. La problématique, c'est que là encore, ce sont des modalités que peu d'intermédiaires financiers vous proposent. De Les manière gestionnaires de patrimoine. automatisée. C'est ça que tu dis, que automatiquement, s'il reste sur le compte de l'argent à la fin du mois, hop, ça se transfère sur un compte d'investissement, quoi, sur Ouais, un... en tout cas, on peut le définir. Mm. On peut le définir et ça dénote de l'idée reçue qui est souvent de dire j'attends d'avoir 20 000, 30 000 et là, bam, j'investis. Et en fait, l'avantage, c'est que on peut tout à fait créer le levier parce que ça répond aussi à une partie de la question de Laurence. Cette idée de créer des petits leviers qui vont se démultiplier, c'est exactement ça. Typiquement, c'est mettre 50, 100, 150 euros sur des actifs financiers qui sont déterminés par la stratégie d'investissement. C'est pour ça que je parle d'actifs financiers, parce qu'après, il faut savoir, est-ce qu'on parle de bourse, est-ce qu'on parle d'autre chose, est-ce qu'on parle d'une assurance vie, voilà. Ça, après, c'est un second sujet, mais déjà, Mm. sur le côté acte, eh ben, c'est de se dire, voilà, si je mets 100 euros sur mon livret A tous les mois, et ben en fait, je me dis demain que c'est plus 100 euros que je mets, c'est que 50. Et les 50 autres euros, je les mets sur un actif qui va me rapporter. Donc, pour référence à ce que je disais tout à l'heure, un actif qui va rapporter, c'est-à-dire au-dessus du pourcentage d'inflation. Donc oui, c'est tout à fait possible. Mais encore une fois, peu d'intermédiaires le proposent parce qu'ils ont des fonctionnements qui sont un petit peu archaïques et donc ils vous obligent plutôt à avoir des tickets d'entrée. On a tous entendu parler de ces fameux tickets d'entrée pour un produit d'investissement. Ah ben, il faut mettre 20 000, il faut mettre 10 000, il faut mettre 30 000. Tout à fait. Donc, Du coup, comment on fait concrètement si on se dit, bon, bah, tout ce qui dort sur mon compte à la fin du mois, je veux que ça parte automatiquement? eh ben, si on veut que ça parte automatiquement, soit on le fait soi-même sur des comptes, Ouais. des Mais comptes si où on on peut veut le faire éviter d'avoir facilement. à le faire à soi-même, parce que tu sais comment fonctionne l'être humain, il va le faire un mois, 2 mois, 3 mois, puis après c'est Et ben fini. dans ce cas-là, il faut passer par effectivement l'intermédiaire financier qui a piloté. L'idée, c'est que c'est celui qui a élaboré la stratégie d'investissement qui va mettre en place ce système et qui va rendre systématique le virement de cet argent vers des produits financiers. Comme ça, finalement, le client n'a pas besoin de le faire. Parce qu'effectivement, tu as raison, Nathalie. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Tout ce qu'il L'argent, faut faire à parfois, la main, on ne fait pas. on a Mm. des imprévus et donc on va pas le faire, ou l'argent qu'on avait prévu de mettre de côté, en fait, on va le garder pour autre chose. Donc il faut que ce soit ce qu'on appelle de l'épargne forcée, exactement comme on le fait avec un remboursement de prêt immobilier. Et là, du coup, ça fonctionne très bien. Même 50 euros par mois, et ben, mine de rien, au bout d'une année, on a un peu plus de 500 euros. Au bout de 2 ans, on a 1000. Et puis, entre-temps, il y a tous les intérêts composés qui vont commencer à travailler. Tous les Mhm. rendements, enfin, je vais utiliser des mots simples, le rendement va commencer à s'appliquer à cet argent qui a été investi. Et là, c'est vraiment l'expression les petits ruisseaux font de grandes rivières. Là, on est vraiment là-dedans. Moi, je recommande aussi de placer un pourcentage en début de mois, parce que sinon, on a tendance à manger tout l'argent disponible. On voit qu'on a encore de l'argent, on se dit, ah tiens, je vais faire un resto, etc. Alors que si ça a été ponctionné dès le début du mois, bon, on sait qu'il est plus disponible, il est parti. Donc ça, après ah oui, alors il y a Laurence qui nous dit, du coup, il faut faire appel à un spécialiste pour Bah, ça, forcément, ou- ou on peut mettre ouais. en place soi-même un virement.
Bah plutôt, si vous le faites vous-même, si on le fait soi-même, en fait, ça limite les types d'actifs disponibles. Parce qu'en gros, en tant que particulier, le seul virement facilement qu'on peut faire comme ça, c'est vers un PEA. Euh, donc ça, un PEA, effectivement, c'est on va dire, le support boursier défiscalisé français. Donc ça, on peut le faire soi-même. Mais par contre, si effectivement on est sur d'autres types de placements, le faire soi-même, ça sera très difficile. Donc je pense que déjà, il faut le faire soi-même pour sa propre épargne. Ça, je pense qu'on peut le faire tout seul sur son livret, vraiment gérer son épargne de cette manière-là. Et il y a peut-être un volet investissement financier pour lequel il vaut mieux passer par un spécialiste. Oui. Ok, on va peut-être prendre une question de Gilles. Si Allez, Gilles a une question. Donc Laurence était là mais ne pouvait pas parler en fait. Mais elle a entendu la réponse et elle écoutera la d'accord, fin. d'accord. Elle a fait un message. Bah, de rien, Laurence. Euh, Avec Oui, donc moi, plaisir. je suis dans une tranche d'âge un petit peu différente de la vôtre. Et c'est vrai que le mindset que j'ai dû modifier, moi, c'était à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais investir par rapport à une sortie en retraite à un moment donné, avec une baisse de revenus, et en me disant, après, je ne bouge plus, qu'en fait. C'était, en fait, à mon sens, c'était une bêtise, parce qu'en fait, l'aspect financier est aussi un aspect ludique. Mm. C'est quand ça fonctionne, quand il n'y a pas il y a pas que l'aspect de thésaurisation et puis transmission, qui sont des points aussi à voir, mais c'est l'aspect ludique du- voilà, de pouvoir s'offrir des choses de façon à pouvoir aussi élargir sa façon de vivre, en fait. C'est-à-dire que si tu as besoin d'un Absolument. bureau, Mm. t'as besoin d'un Oui, bureau. oui, on investit aussi, c'est très important aussi, les incentives, les petites satisfactions qui vont Tout faire à fait. perdurer finalement la bonne action dans la durée, régulièrement se récompenser, Ouais. effectivement, et profiter de cet argent parce qu'on n'investit pas pour thésauriser, on Voilà, investit dans un absolument. but Voilà, ouais. voilà, à la fois personnel et patrimonial en fonction des situations, et puis les deux en général. Mais c'est vrai que c'est important, oui, effectivement, de réfléchir à ça et de se dire à un moment donné, voilà, j'aurais bien investi et puis je veux profiter de ça, quoi. Ouais, et pouvoir le faire régulièrement. Alors moi, j'ai un petit exercice, je propose aux gens que j'accompagne de mettre en début de mois. Par exemple, s'ils gardent 10% s'ils mettent de côté automatiquement 10% de ce qu'ils gagnent, eh ben, de garder par exemple 50 euros dans un petit bocal et de le voir, en fait. Donc ça c'est de l'argent pour moi, c'est mon argent, c'est celui que je garde, et de s'autoriser à l'utiliser à la fin du mois pour se faire un resto, pour se faire plaisir, pour s'acheter un truc et pour maintenir l'effort en fait dans le temps. Il faut des satisfactions régulières qui ne soient pas juste de voir des graphiques monter, mais de se dire, OK, j'ai une gestion intelligente de mon argent, j'ai le droit régulièrement de me récompenser parce que je me suis posée sur le sujet, j'ai réfléchi, j'ai élaboré des stratégies, j'ai investi de diverses manières et donc j'ai aussi à un moment donné, c'est important oui, de se récompenser et de se faire plaisir. Je suis d'accord, oui. On n'a qu'une vie, de toute façon, le but, c'est ça, hein. À un moment donné, profiter de la vie, ouais. Mm. Mais cette disposition mentale, tu peux aussi l'avoir pour des gros investissements. Mm. Tu peux te dire, OK, j'investis sereinement dans un Eurobien ou bien un Pinel. Donc là, c'est pas rentable, mais c'est un choix. Mais parce qu'après, tu sais que tu vas avoir un enfant qui va être scolarisé et il a de fortes chances d'aller dans telle ville que tu connais et tu transformeras ce Pinel ou ce Eurobien 9 ans après en élément d'une SCI locative que tu vas pouvoir, enfin, etc. Il y a aussi, je pense qu'on peut trouver dans le conseil en gestion de patrimoine une aide aussi pour euh, construire des mécanismes et de la tuyauterie financière autres que Tout à des fait. placements purs, hors actions, ça, qui sont externes à nous, en fait. Voilà ce que je veux dire. Tout à fait. Et qui vont au-delà de nous. C'est Ouais. l'aspect transmission et patrimonial auquel je pensais. Je suis d'accord. Parfaitement Mais ça d'accord. intègre les stratégies, ça, hein. Mm. Ce sujet intègre les Absolument, voilà. stratégies. Mais Absolument. Donc, c'est juste qu'effectivement,
Euh, oui, oui. En tout cas, ce que vous évoquez fait partie intégrante des stratégies globales lorsque l'on aborde un patrimoine, parce qu'un Voilà, patrimoine, c'est aussi des personnes, et donc c'est aussi des aspirations. Donc, moi, absolument. j'ai volontairement fait le zoom tout à l'heure sur des aspects qui sont un peu pour moi les électrochocs. J'ai fait exprès, mais évidemment que c'est un peu plus, comment dire, Complexe c'est et un intéressant, peu quoi. plus complexe et rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. On a aussi des choix d'investissement qui sont aussi des choix d'aspiration humaine ou par rapport à sa vie, sa famille, etc. Et tout ça, Absolument. effectivement, se prend en compte, évidemment. Oui. C'est pour ça que c'est intéressant, un conseil individualisé, personnalisé, parce que justement, c'est l'occasion d'étudier les situations de vie. Évidemment, on ne prend pas les mêmes décisions, on n'a pas la même vision si on a 5 enfants ou pas d'enfants, etc. Enfin voilà, c'est complètement Ce que, tout, ce que, tout ça est ce que très j'ai pas différent. évoqué, ce que j'ai pas évoqué tout à l'heure, c'est vrai que ça, c'est important de le dire. La fameuse stratégie d'investissement que j'évoquais, la préconisation, en fait, elle vient en général après plusieurs semaines d'audit. En réalité, le travail préliminaire, c'est un travail de fourmi dans lequel on va essayer de cerner au mieux son client, c'est-à-dire sur son besoin, ses envies, ses peurs, mais Mhm. après, on doit aussi cerner au mieux son patrimoine. Donc là, on est dans, entre guillemets, dans de la paperasserie, quoi. Mhm. On va vraiment ausculter tout ce qui est lié à la situation patrimoniale. Et en fait, c'est en général au bout de, oui, pour les gros sujets, il faut plusieurs semaines. Hein. Moi, il me faut plusieurs semaines sur certains sujets pour vraiment aboutir sur un audit précis, on va dire complet. Et après seulement vient cette fameuse préconisation d'équilibrage, etc. Mais donc, cette phase d'audit, en fait, prend notamment aussi bien les aspects humains que fiscaux et patrimoniaux. Mhm. Voilà, c'est ça. Donc c'est très fin finalement. Les curseurs sont très individuels et très fins. Oui, oui, hein. Ce qu'on appelle, nous, la connaissance client. D'ailleurs, on a une fiche de connaissance client. C'est le début de l'audit, en fait. C'est la toute première phase, mais c'est pas pour rien que cette fiche, elle s'appelle fiche de connaissance client. Ok, on va peut-être enchaîner avec les questions. C'est bon, Gilles? On va peut-être enchaîner avec les autres questions des autres gens qui sont pas là mais qui vont regarder le replay. Oui, On avait allons-y. on est bon. On avait une question, voilà, si tu pouvais donner un conseil à ton toi-même de 18 ans. Et voilà, imagine, tu as un double qui a 18 ans là et tu veux lui donner des conseils en matière d'investissement. Tu lui recommanderais quoi? Eh ben, je lui dirais de faire au plus vite, au plus tôt de l'épargne forcée. D'accord. L'épargne forcée, c'est-à-dire ce que l'on fait avec d'un bien immobilier, mais à réussir à le faire aussi sur de l'argent, sur du cash, et pas que sur des investissements entre guillemets que l'on ne détient pas, parce que c'est très bien l'investissement immobilier, ça permet aussi quand on est tout jeune, ça permet de pouvoir faire cette épargne forcée, c'est-à-dire qu'on se force à mettre de l'argent dans quelque chose sur lequel on capitalise. Mais on est sur des délais très longs. En plus, en général, quand on est jeune, on part sur des gros taux d'endettement. Donc, ça va. Ce sont des prêts Après, si qui on, sont. si on met à louer, c'est différent, hein. Moi, je recommande quand même le plus tôt possible d'acheter pour Oui, mais investir parce que ça permet d'activer le plus tôt possible le levier de l'emprunt. bien sûr, mais là, si je me mets dans le cadre de la question, 18 ans, on n'investit pas pour louer, on investit pour soi-même habiter en général. Quand on a 18 ans, c'est son premier bien immobilier, ça va être son domicile principal. Et donc, c'est ça l'épargne forcée. Et à moi, ce que je conseille, c'est de réfléchir à aller un peu plus loin que juste se saigner pour son bien immobilier. Il faut aussi un petit peu accorder tous les mois de l'argent qu'on va vraiment épargner, dans lequel on va pas puiser pour aller faire la fête, partir en vacances, aller en soirée, vraiment se réserver ce montant qui va être en fait le levier du patrimoine. Et donc voilà, c'est comme ça que je répondrai, c'est tout de suite, dès 18 ans, se doter de cette obligation d'épargne forcée. Moi, je recommanderais au plus tôt de développer son intelligence financière et s'intéresser, c'est à bloquer, par exemple, 2 heures par semaine pour son argent. Et se poser sur ce qui rentre, sur ce qui sort, qu'est-ce qui est dépensé, comment, et acheter des livres de base très simples pour acquérir les bases en intelligence financière. On parle, j'aime bien parler de Kiyosaki parce que pour rentrer là-dedans, c'est quand même pratique. Est-ce que toi, tu aurais un livre à recommander?
Alors également celui-là pour moi c'est vraiment une référence hein, sur l'état d'esprit et on va dire le regard que l'on a à ses finances père riche père pauvre que tu évoquais enfin dont tu évoquais l'auteur ça oui c'est des livres références. Après là moi j'aurais des livres à montrer qui sont un peu plus techniques mais qui ont vraiment été pour moi des révélations même avant que je monte ma boîte alors je vais les montrer. Donc Mhm. il y en a un qui s'appelle on Ah, on voit voit pas pas bien, ça floute. voilà. Jérémy J. Siegel, investir sur les Jérémy actions à Siegel. long terme. Ok, donc on Exactement. est dans l'investissement financier. Hmm. Ouais, Jeremy G. Siegel, Investir sur les actions à long terme. À nouveau, un livre très technique, mais qui m'a révélé tellement de choses. C'est Les secrets en bourse, les secrets pour bien gagner en bourse, aussi bien à la hausse qu'à la baisse, de Stan D'accord, Weinstein, qui est un grand gourou américain de la d'accord. gestion boursière. Hmm. Et donc c'est clairement, là, pour mon cas, hein, ce sont les livres qui m'ont vraiment révélé Ok. justement tout ce monde qu'il est permis, tout ce monde effectivement qu'il est permis, auquel il est permis d'accéder lorsqu'on se laisse l'opportunité d'y aller, c'est-à-dire lorsque je vais reprendre ton terme, Nathalie, que je trouvais très bien dit, lorsque l'on décide de se doter de sa propre intelligence financière, parce qu'en fait l'intelligence on l'a tous, hein, évidemment, mais Mhm. voilà, mettre cette intelligence au service de ses finances, ça amène à pouvoir ouvrir ce monde-là, qui est un monde quand même parfois ok, de risques, mais aussi de belles récompenses. Ouais, démarrer le plus tôt possible sur des bons rails et Oui, mettre en place la bonne discipline. Donc, oui, effectivement, accepter de prendre un petit peu de temps et puis prendre le goût de ça aussi. Parce que pour beaucoup de gens, il y a de la peur, il y a des affects. oui, Dans c'est la fait par famille, défaut. il y a beaucoup de choses C'est fait par défaut. négatives qui ont été transmises souvent Mm. et sociétalement. Réussir à sortir de tout ce bagage sociétal, familial qui n'est pas forcément super pour installer, entre guillemets, un nouveau mindset, un nouvel état d'esprit lié à l'argent, qui est un état d'esprit d'intelligence et pas de passion. Je recommanderais aussi de s'éloigner de tout ce qui a l'air trop facile, trop les gros coups, les trucs, ouais, investis à fond, les cryptos, les machins, les métaux et tous ces espèces d'effets de mode et vraiment prendre du recul pour d'abord développer son intelligence financière et ensuite, s'ils ont envie d'essayer de faire des gros coups, bah, seulement avec une petite fraction de leur patrimoine. Mais Ouais. jamais faire tapis, jamais tout miser sur un gros coup qui a l'air trop beau. Si tout le monde en parle, c'est pas bon signe déjà. Mm. Très, très important ce que tu viens de dire, Nathalie, de parler des cryptos. Je vais juste prendre 30 secondes pour évoquer le fait que, attention aux cryptos. Moi, j'entends des gens qui veulent pas aller en bourse, qui veulent directement aller en crypto. Clairement, au niveau des risques, ce ne sont pas les mêmes. La bourse, c'est malgré le risque, c'est moins risqué que les cryptos. Donc aujourd'hui, si vous voulez aller sans avoir peur de vous faire, entre guillemets, plumer, si vous voulez aller vers le risque, mais pas le risque extrême, surtout, mettez une étape avant les cryptos. Je sais que tout le monde en parle, ça fait envie. On parle de rendement incroyable, mais on vous dit pas les gens tout ce qu'ils perdent aussi. Mm. Donc, allez d'abord vers des actifs boursiers standards, c'est-à-dire des sociétés cotées en bourse dont on peut mesurer les fondamentaux, dont on peut mesurer ce qu'on appelle le sous-jacent, c'est-à-dire l'activité de l'entreprise, alors que les cryptos aujourd'hui, derrière, on ne peut rien mesurer. Donc, attention aux cryptos. Mhm. Attention, voilà, un petit peu en ayant conscience du niveau de risque très élevé, on dit des cryptos à juste titre actuellement que c'est très volatile. C'est pas mature comme marché, c'est pas stabilisé. Donc, il faut en avoir vraiment conscience. On passe à une autre question. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme question encore? Tu en as noté, toi? Je sais Oui, plus. oui, j'en avais une notamment qui me plaît beaucoup parce que c'est ce que j'entends malheureusement souvent. J'économise, j'ose pas investir, j'ai peur de manquer. Là, on a tout dit. Là, on a tout dit. Ouais. Ce que je peux dire de cette question, c'est que là, par contre, quand j'entends ça, souvent là justement, je suis le profil qui là peut fournir difficilement les clés. Pourquoi? C'est que moi, effectivement, je peux amener toute une batterie d'éléments concrets pour effectivement convaincre de la pertinence d'une stratégie. Mais là, par contre, on touche à quelque chose qui est mental, qui est le travail de l'état d'esprit. Et moi, je l'ai vu avec un client il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques semaines. En gros, je comprenais bien que je pouvais lui proposer la meilleure stratégie qui soit. Le problème, c'est qu'il y avait un blocage qui est exactement cette phrase-là, c'est qu'en fait, le fait d'investir, c'était pour la personne, je pense, une vraie souffrance de dire, oh, ça se trouve, après, j'aurais pu assez. Et donc, on n'a C'est jamais ça. réussi à avancer. Donc là, je pense que c'est vraiment une question pour ta partie, Nathalie, parce que là, je pense que on est vraiment
Moi, j'ai pas les clés pour répondre à ça, parce qu'on est sur quelque chose de plutôt lié au mindset. Alors ça, c'est à étudier avec la personne. Mais en gros, il y a une fusion entre le sentiment de sécurité intérieure, ok, et l'argent qu'on a de côté, en gros. Et plus on en a de côté, plus on se sent en sécurité. Ce qui ne correspond à aucune réalité objective. D'accord. Oui. Mais à un moment donné, il y a eu une croyance, il y a quelque chose dans l'histoire de la personne qui a installé cette idée, souvent c'est très précoce, souvent c'est familial, que il faut voilà, cumuler comme ça, tu sais, Picsou, l'image, voilà. Mais oui, Et oui, du coup, l'image de en Picsou. fait, en refusant d'investir, bah, c'est comme ça qu'on perd de l'argent, justement, à cause de ces histoires d'inflation et tout ça. Donc, on est perdant au final. On a notre petit sentiment de sécurité intérieure, mais au bout du bout, on est perdant par rapport à si on avait investi. Donc, objectivement, ce n'est pas le bon choix, mais c'est affectif. Et le travail sur la réinstallation d'un sentiment de sécurité intérieure, la décorrélation entre cette sécurité intérieure-là et l'argent qu'on a de côté, bah, c'est un travail effectivement qui se fait quand même en quelques séances. Et puis, il faut aller chercher avec la personne d'où ça vient, cette idée que plus on a d'argent, de liquidité de côté, et plus on se sent en sécurité. Ça n'est pas normal. Objectivement, ça ne correspond à rien, si tu veux. Voilà. Donc, Exactement. encore une fois, il faut dépassionner, il faut enlever toutes les couches d'émotions, de croyances, de peur. Comme je l'ai dit, ça peut venir de la société, de l'histoire, de la famille. Des fois, c'est transgénérationnel. Ça peut venir de des fois, un seul événement. Et, je sais pas, maman s'est effondrée en larmes parce qu'il y a eu un problème de surendettement, je sais pas quoi, et pouf, ça installe profondément la croyance que c'est très très grave d'être endetté, par exemple, alors qu'on peut avoir une utilisation intelligente de la dette, si ça nous permet justement d'investir pour son entreprise et tout ça. Ça installe avec une peur très forte, et ça de manière durable. Alors si on a 5 ans et qu'on voit maman en grand stress là-dessus, bah, on apprend, on se conditionne pour dire oh là, surtout il faut tout bien garder de côté parce que si c'est pas disponible, il risque de se passer ça a l'air horrible. Oui. Tu vois, la dimension émotionnelle, elle est omniprésente dans la relation à l'argent, elle ne devrait pas. L'argent, c'est un truc dont la valeur fluctue selon le lieu, le temps et qui permet de faire des transactions. Point. C'est pas un truc émotionnel. À partir du moment où on est trop excité parce qu'on a très très envie de faire un bon coup, ou alors où on est terrorisé comme ça, on a peur, bah c'est pas bon. En fait, il faut faire un travail pour séparer, voilà, décorréler, je te dis, la sphère émotionnelle de la relation à l'argent pour pouvoir accéder à ce fameux cortex préfrontal dont je te parlais en début de vidéo, à cette intelligence rationnelle logique et puis pensée stratégique, au lieu de laisser nos émotions décider à notre place. Hein. Les bons investisseurs ont une régulation émotionnelle qui est excellente, alors que ceux qui se plantent dans l'investissement ont une régulation émotionnelle qui est catastrophique. Voilà pourquoi il faut travailler, si on veut être en capacité de bien investir, il faut travailler sur sa sphère émotionnelle, c'est incontournable. Tout à fait.